Imaginez, vous êtes un modeste employé parisien en 1888. Vous venez de placer toutes vos économies dans le projet du siècle. Le héros national, Ferdinand de Lesseps, celui-là même qui a percé Suez, vous promet un rendement garanti. 4 ans plus tard, vous êtes ruiné. Et ce n'est pas la jungle panaméenne qui a dévoré votre argent. Ce sont vos propres dirigeants qui l'ont volé, billet après billet, sous vos yeux. Le scandale de Panama n'est pas un échec d'ingénierie. C'est l'histoire d'un système qui a transformé le patriotisme en arme de destruction financière massive. Nous sommes en 1869. Ferdinand de Lesseps vient de réussir l'impossible. Percer le canal de Suez. La France entière célèbre son génie. On le surnomme le Grand Français. Mais derrière cette gloire se cache une dangereuse illusion. Celle qu'un homme peut défier n'importe quelle réalité, pourvu qu'il porte la bonne étiquette. En 1879, Lesseps a 74 ans. Il n'est pas ingénieur. Il n'a jamais étudié la géologie tropicale. Pourtant, il propose de creuser un canal à travers l'isthme de Panama, reliant l'Atlantique au Pacifique. Un projet titanesque dans une région montagneuse, traversée par des fleuves torrentiels, infestés de maladies mortelles. Les ingénieurs présents au Congrès international de Paris avertissent « Un canal à niveau, comme Suez, est techniquement impossible à Panama. Il faut des écluses. » Mais Lesseps refuse d'écouter. Il veut reproduire son triomphe égyptien. Et surtout, il sait que le nom Lesseps vaut de l'or sur les marchés financiers français. Le 20 octobre 1880, la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama est officiellement créée à Paris. L'objectif, lever 400 millions de francs auprès du public. La promesse, des rendements similaires à ceux de Suez, qui ont enrichi ses actionnaires. Le résultat, 800 000 actions à 500 francs chacune sont proposées. Qui achète? Pas les grandes banques d'investissement, pas les industriels aguerris. Non, ce sont les petits épargnants français, des instituteurs, des commerçants, des veuves, des employés de bureau, des gens ordinaires qui croient investir dans la grandeur de la France. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la promotion de cette souscription n'est pas honnête. Elle est orchestrée. Des sommes colossales sont versées à la presse parisienne pour publier des articles élogieux. Des journalistes reçoivent des enveloppes. Le journal de Clemenceau, La Justice, est financé par les fonds de la compagnie. Même Le Temps, journal de référence, est acheté. On construit une machine à manipuler l'opinion publique. Et personne ne pose de questions. Les travaux débutent en 1881. Dès les premiers mois, la réalité rattrape les discours. Panama n'est pas Suez. Le terrain est montagneux. Il faut déplacer presque 1 milliard de mètres cubes de terre et de roches. Les pluies torrentielles provoquent des glissements de terrain. Les ouvriers meurent par milliers. Malaria, fièvre jaune, dysenterie. 20 000 hommes périront avant l'abandon du projet. Mais ce n'est pas le pire. En 1884, les caisses de la compagnie sont vides. Seulement 1/10 des excavations prévues a été réalisé. Pourtant, Lesseps ne stoppe rien. Il lance une nouvelle souscription. Pour cela, il a besoin d'une autorisation légale. Celle d'émettre des obligations à l'eau, une sorte de loterie financière pour attirer les petits investisseurs. Mais le Parlement hésite. Les rapports d'ingénieurs sont accablants. Alors, Lesseps fait appel à 2 hommes, Jacques de Reynac, banquier d'origine allemande, et Cornelius Hertz, homme d'affaires franco-américain aux connexions politiques tentaculaires. C'est ici que le scandale bascule dans la corruption pure. De Reynac et Hertz mettent en place un système de pots de vin massif. Leur mission, acheter le silence et le soutien des parlementaires. Combien coûte un député en 1888? Entre 1 000 et 300 000 francs, selon son influence. 104 parlementaires toucheront de l'argent. Parmi eux, 6 ministres. Charles Baillot, ministre des Travaux publics, reçoit une promesse d'1 million de francs. Georges Clemenceau, futur héros de la République, est lié à Hertz, qui finance son journal. Maurice Rouvier, ministre des Finances, est cité dans l'affaire. En avril 1888, la loi autorisant l'emprunt à l'eau passe à la Chambre des députés. En juin, elle passe au Sénat. Les petits épargnants, rassurés par le soutien gouvernemental, souscrivent massivement. 720 millions de francs sont levés. Mais il est trop tard. Le projet est condamné. Le 4 février 1889, la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama est mise en liquidation judiciaire. 85 000 souscripteurs sont ruinés sur le champ. Mais le chiffre réel est bien plus élevé. Selon les documents judiciaires, ce sont 800 000 Français, dont 15 000 femmes seules, qui ont perdu l'intégralité de leurs investissements. Les pertes s'élèvent
à 1,8 milliard de francs or. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de plus de 11 milliards de dollars américains aujourd'hui. Mais convertissons en pouvoir d'achat réel. En 1889, un franc or permettait d'acheter 4 kg de pain. Un ouvrier gagnait environ 5 francs par jour. Un instituteur, 100 francs par mois. Beaucoup d'épargnants avaient investi l'équivalent de plusieurs années de salaire. Certains avaient hypothéqué leur maison. D'autres avaient vidé leur livret d'épargne pour la retraite. Et tout a disparu. Pendant 3 ans, le scandale reste enfoui. Le gouvernement français retarde volontairement les enquêtes. Les offres de rachat américaines sont jugées insuffisantes. On protège les coupables. Mais le 6 septembre 1882, Édouard Drummond, directeur du journal antisémite La Libre Parole, publie le premier d'une série d'articles intitulés « Les dessous de Panama ». Il dénonce la corruption massive. Il cite des noms. Il publie des chiffres. L'opinion publique explose. Le 19 novembre, le baron Jacques de Reinach est retrouvé mort à son domicile. Suicide, meurtre déguisé, on ne saura jamais. Mais une chose est certaine. Avant de mourir, Reinach a livré à Drummond une liste de parlementaires corrompus en échange de la promesse que son propre rôle serait minimisé. Cette liste transforme La Libre Parole, jusque-là un journal marginal, en l'un des plus influents du pays. Chaque matin, quelques noms supplémentaires sont révélés. Des centaines de politiciens vivent dans la terreur pendant des mois. Cornelius Hertz, lui, s'enfuit en Angleterre, où il prétend être mourant pour échapper à l'extradition. Il vivra paisiblement à Bournemouth pendant 15 ans. Le 14 février 1893, le verdict tombe. Ferdinand de Lesseps, 88 ans, et son fils Charles sont condamnés à 5 ans de prison et 600 $ d'amende. Gustave Eiffel, l'ingénieur qui avait tenté de sauver le projet en proposant des écluses, reçoit 2 ans de prison et 4 000 $ d'amende. Mais aucune de ces peines ne sera jamais exécutée. Ferdinand de Lesseps, jugé trop âgé et sénile, ne fera jamais un jour de prison. La Cour de cassation annule les condamnations pour vice de procédure. Seul Charles Baillot, l'ancien ministre, purgera 3 ans de détention. C'est tout. Les vrais coupables, ceux qui ont organisé la corruption systématique, ceux qui ont sciemment menti aux épargnants, ceux qui ont détourné des centaines de millions, ne paieront jamais. Mais les conséquences pour la France sont immenses. Aux élections de septembre 1893, des dizaines d'hommes politiques sont balayés. Georges Clemenceau perd son siège. L'antisémitisme explose en France, car 2 des principaux financiers impliqués, Reinach et Hertz, sont juifs. Cette campagne de haine prépare le terrain pour l'affaire Dreyfus, qui éclatera quelques années plus tard. La confiance dans la République s'effondre. Les monarchistes triomphent. Pour eux, Panama prouve que la démocratie est corrompue jusqu'à la moelle. Et les petits épargnants français, traumatisés, se détournent pour toujours des grandes entreprises industrielles. Ils préféreront désormais les obligations d'État et les placements à revenus fixes. Cette méfiance façonnera l'économie française pour des décennies. En 1903, les États-Unis rachètent les droits et les équipements français pour 40 millions de $. En 1914, ils inaugurent le canal de Panama, avec des écluses, exactement comme les ingénieurs français l'avaient proposé en 1879. Ferdinand de Lesseps meurt le 7 décembre 1894, à 89 ans, dans sa propriété de la Chênaie. Il est totalement sénile. Il ne comprend plus rien au procès qui se déroule. Il passe ses journées assis dans un manteau de marin, une casquette de fumeur sur la tête, les genoux couverts d'une couverture. Protégé par sa femme, il reste inconscient des tempêtes qui ravagent sa réputation. On l'enterre discrètement à Paris. Le héros national est devenu le symbole de la plus grande escroquerie financière du XIXe siècle. Alors, pourquoi cette histoire compte-t-elle encore aujourd'hui? Parce qu'elle pose une question que nous devons tous nous poser en 2025. Quand vos dirigeants vous demandent de financer un projet national au nom du patriotisme, au nom de la grandeur, au nom de l'intérêt commun, qui profite réellement de votre argent? Le scandale de Panama nous montre que la corruption la plus dévastatrice n'est pas celle qui se cache. C'est celle qui s'affiche en plein jour, enveloppée dans le drapeau national, portée par des héros intouchables. Ferdinand de Lesseps n'était pas un génie devenu fou. C'était un homme qui a compris qu'en France, en 1880, son nom valait plus que n'importe quelle étude d'ingénierie. Et un système entier l'a soutenu, parce que trop de gens avaient intérêt à perpétuer le mensonge. Les politiciens touchaient leurs enveloppes. Les journalistes publiaient leurs articles payants. Les banquiers empochaient à leur commission. Et les petits épargnants, eux,
Ils payèrent la note. Aujourd'hui, vous pensez peut-être que ce genre de scandale est impossible, que nous avons des régulateurs, des contre-pouvoirs, des médias indépendants. Vraiment. Combien de grands projets financés par l'argent public ont échoué ces dernières années, ruinant des milliers de petits investisseurs, sans qu'aucun responsable ne soit condamné? Combien de fois avez-vous entendu des promesses de rendement garantis portées par des figures d'autorité qui se sont révélées être des mirages? Le scandale de Panama n'est pas une anomalie historique. C'est un mode d'emploi, et il continue de fonctionner, encore et encore, parce qu'il exploite notre désir de croire. Croire au zéro, croire aux projets nationaux, croire que cette fois-ci, ce sera différent. Alors, voici ma question pour vous. Quel est votre Panama? Quel projet, quelle promesse, quel investissement vous semble aujourd'hui trop grand pour échouer, porté par des noms trop prestigieux pour mentir? Et si vous vous trompiez?